Bienvenue sur NeuroConiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroConiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de NeuroConiFoot. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur du jeu qu'on oublie souvent et qui pourtant prend des centaines de décisions dans un match. Je parle bien entendu de l'arbitre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Schneider, arbitre international à la retraite, qui a officié pendant de nombreuses années au plus haut niveau. Alors avec lui, on va plonger dans les coulisses de l'arbitrage, comprendre comment le cerveau d'un arbitre fonctionne, prend l'info, prend des décisions et aussi gère la pression. Alors Franck, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravi de t'avoir dans ce podcast NeuroConiFoot. Bonjour Greg, ravi d'être avec toi et de te retrouver tant d'années après notre première rencontre. Alors effectivement, pour les auditeurs, Franck a été mon arbitre lorsque j'évoluais en U15 nationaux. Donc voilà, c'est un plaisir de le retrouver aussi aujourd'hui après toutes ces années. Alors Franck, pour commencer, peux-tu nous raconter ton parcours dans l'arbitrage depuis tes débuts? Alors, mes débuts dans l'arbitrage sont le fruit du hasard parce que j'étais en fait joueur, j'entraînais les jeunes, j'étais même en sport-études au collège, en 4e et en 3e, mais j'étais un joueur vraiment de niveau régional moyen. Et un jour, mon prof de sport-études me fait arbitrer lors d'une opposition et je me dis: «Tiens, c'est pas mal». Donc je suis allé voir mon club en disant: «J'aimerais bien m'inscrire». Donc eux avaient l'impression d'avoir gagné le jeu de loterie du jour. Et je me suis inscrit et donc j'ai arbitré, joué, entraîné et j'étais même dirigeant au sein de la ligue, au sein de la commission des jeunes. Donc je menais ces 4 passions, en parallèle et l'arbitrage était vraiment pour moi une activité en plus et ça me permettait de voyager, de découvrir d'autres facettes. Donc j'ai commencé en district, puis c'était sympa, j'ai progressé, je suis arrivé en ligue, en jeune, puis en adulte et un jour on m'a appelé. On m'a dit: «Tiens Franck, est-ce que tu as envie d'aller à la fédé?» Moi, je savais pas ce que c'était la fédé. En Alsace, c'était pas très répandu. Et j'ai dit: «Mais ça consiste en quoi?» Il m'a dit: «T'inquiète pas, c'est juste un questionnaire. Tu qu'à y aller». J'ai dit: «Bon, bah, si c'est que ça, je veux bien y aller». Et finalement, j'ai été présenté pour être arbitre de la fédération. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'univers de l'arbitrage, arbitre de la fédération, à l'époque, c'était le niveau, national 3 d'aujourd'hui ou CFA2 de l'époque. Mais c'était un concours. Fallait avoir les meilleures notes à l'écrit, les meilleures prestations sur le terrain. Et donc là, je me suis lancé, vraiment à fond dans l'arbitrage. J'ai eu la chance d'être, accompagné ou tutoré par Tony Chaperon, qui à l'époque était en Ligue 2 et ensuite, je réussis le concours, je suis rattrapé et je gravis les échelons et là vraiment je me prends en jeu. Parce que finalement un arbitre, surtout à la fédération, c'est comme un club, il y a un classement, ses prestations sont notées, les meilleurs montent, les moins bons descendent et ceux qui sont au milieu se maintiennent. Et une fois que j'étais en national 3, donc en CFA2 à l'époque, je me dis: «Tiens, c'est pas mal, je peux essayer de viser la CFA». Puis, je monte et je me dis: «Tiens, c'est pas mal, je peux essayer de viser, plus haut peut-être, le national» et là, j'y arrive. En national, j'ai eu beaucoup de chance, je termine 8e, mais beaucoup de retraites, et d'arrêts en Ligue 2. Je monte en Ligue 2. Bon, jusque-là, l'aventure est belle. J'aurais jamais évolué à ce niveau-là. L'arbitrage me donne cette chance d'évoluer à ce niveau-là, mais ma première saison se termine mal. Je suis rétrogradé en national, certainement qu'on y reviendra après sur les prises de décision. Et là, grosse remise en question. Je fais une année en national, donc gros échec finalement, hein, parce qu'on était dans l'euphorie des montées successives. Je remonte en Ligue 2, je fais quelques années en Ligue 2 et après j'arrive en Ligue 1. Et là, pareil, quand on est en Ligue 1, on dit: «Tiens, pourquoi pas être international?» Donc on se donne encore plus de moyens, on avance et j'ai eu la chance d'être international 6 ans. Donc voici mon parcours dans l'arbitrage. Ça s'est terminé après par une rétrogradation en Ligue 2, ma dernière année où j'avais décidé d'arrêter. Alors tu nous as parlé de ton enseignant qui a été une source d'inspiration pour te mettre à l'arbitrage. Mais à quel moment de ta carrière as-tu su ou compris que tu voulais, finalement devenir arbitre professionnel? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Est-ce qu'on dit arbitre professionnel?
Alors oui, ou arbitre dans les divisions professionnelles, mais en tout cas, comme, j'avais une activité à côté, je me suis jamais dit: «Tiens, l'arbitrage, va être mon activité qui va me faire manger». C'est resté une passion, mais jusqu'au bout, c'était vraiment une passion. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait arrêter à la fin, mais pour moi, l'arbitrage a toujours été une passion. On dit bien souvent que ceux qui viennent à l'arbitrage, c'est pour 3 raisons. La première raison, ce sont ceux qui se disent, «Bah, tiens, j'ai envie d'être arbitre», donc les vrais passionnés. La deuxième, c'est ceux qui disent: «Bah, tiens» et mon assistant, Djemel, avec qui j'étais en Ligue 1, c'était son cas. Il se dit: «Tiens, l'arbitrage me permet de gagner un peu d'argent de poche», donc ils y vont et la troisième raison, c'est, si je la fais un peu dans nos villages alsaciens, c'est: «Bon, tu es pas très bon au foot, mais bon, tu sais lire, allez, on manque d'arbitre, va arbitrer, quoi». Donc ça, c'est les 3 raisons. C'est les passionnés évidemment qui, la plupart du temps, durent le plus longtemps et moi, c'était vraiment mon cas. Donc je me suis jamais dit que l'arbitrage allait être mon boulot, mais que ça allait rester ma passion. Après, c'est sûr que quand on est en Ligue 2 puis en Ligue 1, toutes les contraintes logistiques, d'organisation et de déplacement font qu'on perçoit ça comme un travail quand même. Justement, pour en arriver à la vie, le métier en parallèle, as-tu toi, tout au long de ta carrière, parce que tu as officié, en tant qu'arbitre international, as-tu exercé durant toute ta carrière d'arbitre un métier en parallèle? Alors j'ai toujours travaillé en parallèle. J'étais d'ailleurs un des rares à le faire, à avoir un vrai métier à côté. J'étais dans la grande distribution pendant très longtemps, jusqu'en Ligue 2. Heureusement que j'avais un chef, ouais, même des chefs compréhensifs, donc je partais, à 17:00-17:30, je revenais, j'allais arbitrer le lendemain, je revenais dans la nuit pour, travailler le jour d'après. Je remplissais une feuille de congé vierge si jamais il m'arrivait quelque chose, mais des fois j'oubliais de prévenir que je partais parce qu'on nous appelait au dernier moment. Donc, dans la grande distribution pendant 6 ans, au sein du service informatique, alors que je ne comprends rien à l'informatique. Mais c'est pas ce qu'ils cherchaient à l'époque. Et en 2013, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec un ami associé, Sébastien Deuziage, qui malheureusement n'est plus avec nous. Qui a été une de mes plus belles rencontres dans l'arbitrage, où on a décidé de monter une agence de conseil et de communication. Et donc là, je quitte le salariat pour être à mon compte. Et c'était une belle décision aussi professionnelle parce qu'en tant qu'international, c'est 170 jours de déplacement par an. Donc c'est compliqué pour un patron, même s'il aime bien le foot, même s'il nous aime bien, d'accepter autant d'absences. Donc après, faut gérer. Et là, c'est une vraie gymnastique parce qu'après se rajoute la vie de famille, se rajoutent les enfants, voilà. Et à quel moment de ta carrière as-tu été arbitre international? Après ma première saison en Ligue 1, donc en 2015, je passe, arbitre international, donc j'ai eu de la chance, hein, il y a eu des arrêts, j'étais assez bien classé. Je deviens international, et puis ça a été une belle aventure pour moi. Alors moi, j'ai arbitré, les matchs de qualification en Europa League et compagnie ou les jeunes, mais j'avais la chance d'être aussi arbitre additionnel ou arbitre remplaçant lors de matchs, à plus haut niveau, internationaux en Champions League ou matchs qualificatifs avec, d'autres arbitres qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs du monde. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend sa retraite en tant qu'arbitre? Il y a plusieurs raisons. Certains, c'est, l'âge, d'autres, c'est parce qu'ils échouent au test physique. Moi, je ne me retrouvais plus dans le système tel qu'il était. Ce que ça me coûtait, était trop élevé par rapport à ce que ça m'apportait. Et comme j'avais une activité à côté, l'activité de conseil et que c'était pas l'argent qui me guidait justement, je me suis dit que je préférais partir tant que j'avais une belle image de l'arbitrage et tant que je me disais que c'était vraiment une belle expérience dans ma vie. Est-ce que tu as une anecdote drôle, durant ta carrière d'arbitre, que tu souhaiterais partager avec nous? Ah, j'en ai énormément, hein, que ce soit avec mon équipe arbitrale, que ce soit, sur des matchs, quand on fait, Le Havre-Ajaccio ou à un moment donné, on ne sait pas si on va, sortir entier du match, voilà, avec, mon assistant qui avait un rituel, avec un caleçon fétiche dans le vestiaire où il lançait une mandarine dans l'air pour savoir s'il allait faire un bon match ou pas. Je pourrais en dévoiler peut-être plus tard, mais là, on va laisser l'interview se poursuivre avant que je donne trop d'infos. Alors donc ce que tu viens de partager, Franck, c'est un vrai chemin de passion, mais au-delà de cette expérience, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le travail derrière, pour arriver à ce très haut niveau et surtout l'importance de la prise de décision. C'est ce que j'appelle un peu la partie invisible du métier et qui est très liée finalement avec le sujet de ce podcast, la dimension cognitive et l'entraînement cognitif en football. Quelles sont, d'après toi, les compétences cognitives essentielles en arbitrage? Elles sont nombreuses, si on reprend toutes les matrices cognitives et si on reprend tous les biais cognitifs,
C'est le pire piège, de l'arbitre, je pense. Alors, la première des choses, c'est pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir qu'un arbitre, environ, hein, en moyenne, prend 245 décisions par match. Ça veut dire une décision à peu près toutes les 22 secondes. Sur les 245 décisions, 45 sont des décisions, simples, c'est le ballon qui sort du terrain. Donc pour, les initiés, c'est corner, touche, 6 mètres, c'est basique. Ça veut dire qu'il reste 200 décisions où il va falloir exprimer son leadership. Sur ces 200 décisions, il y en a environ une trentaine qu'on formalise d'un coup de sifflet. Donc tout le monde le voit. Ça veut dire qu'il reste, 170 décisions qui ne se voient pas et qui impactent la rencontre. Le contact qu'on tolère, la discussion qu'on tolère, le geste de la main, et cetera. Donc finalement, comment on va impacter la rencontre par des décisions non visibles? Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, il y a les décisions qu'on voit, les décisions qu'on ne voit pas. Ensuite, il y a les décisions simples et les décisions sous pression. Donc tout ça, l'arbitre, au fur et à mesure, c'est un chemin d'expérience. Évidemment, hein, on dit que c'est les 10 000 heures d'expérience pour être un bon arbitre. Mais l'arbitre, évidemment, se prépare. Alors quand on est au niveau de district, on se prépare simplement. C'est déjà connaître les lois du jeu, s'entraîner un petit peu, voilà. Plus on monte, plus on s'entraîne et plus on s'habitue à prendre des décisions. Et il y a tellement de décisions qui sont en zone grise qu'en Ligue 1, on est jugé sur trois, quatre décisions dans un match. En Champions League, des fois, sur une ou 2. Et souvent, c'est des décisions en zone grise. La décision en zone grise, c'est celle où vous pouvez prendre la décision A parce qu'elle est vraie à 50, A va être content et B va dire que c'est une erreur. Mais si vous prenez B, c'est l'inverse. Donc comment on fait pour avancer dans ce milieu-là? Finalement, quelle décision on peut prendre pour répondre à l'histoire du football? Et là, il y a plusieurs routines qu'on peut mettre en place. J'ai eu la chance d'échanger avec un commandant de bord un jour en rentrant d'un match. On s'était reconnus, on avait fait le vol ensemble dans le cockpit et on avait fait l'analogie entre le commandant de bord et un arbitre et on disait que finalement, fallait qu'un arbitre comme un commandant de bord garde toujours à peu près 70 de ses capacités cognitives dans un match, qu'il en sollicite que 30 pour que justement en cas de coup dur, de stress, de coup de pression, de complexité dans la décision, il puisse solliciter le reste de ses capacités cognitives. Sauf que quand on n'a pas conscience de ça, bien souvent on est en sur-régime avant même de commencer le match. Entre sa perception du match, entre sa perception des enjeux, entre la manière d'aborder les décisions, les joueurs. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de se dire comment je peux faire pour ne solliciter que 30 de mon cerveau quand je commence un match. Et là, il y a énormément de routines. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne, que j'ai travaillé au fur et à mesure, parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté cher. L'avantage, c'est que en général, j'ai pas commis 2 fois la même erreur. Voilà, ça m'a permis d'apprendre, sur ce chemin-là. On abordera ces routines parce que ça m'intéresse beaucoup un tout petit peu plus tard, dans l'interview. Mais, comment gérais-tu cette surcharge d'informations? Parce que, finalement, je trouve pas mal d'analogies aussi entre l'arbitre et les joueurs. Le foot est un sport de surcharge d'informations, avec des déplacements de joueurs sur le terrain, déplacements d'un ballon, des cris des entraîneurs parfois, le public. Comment gérais-tu, justement cette surcharge? Alors la surcharge d'informations, c'est effectivement surtout dans un monde actuel avec l'IA, la data, et cetera. C'est comment transformer ces données en informations. Parce que finalement, les données sont multiples et moi, je suis assez convaincu que déjà pour prendre une décision, il faut s'écouter soi-même. Parce que si on n'écoute pas ses émotions, son ressenti, on ne sera pas apte à prendre des décisions. Donc c'est quelle routine on met en place déjà pour s'écouter? Deuxièmement, c'est quelle routine on met en place ou qu'est-ce qu'on met comme process en place pour écouter l'environnement? Ce qu'on appelle les signaux faibles. Parce que ceux-là aussi peuvent nous donner des indications en zone grise. Et après, il y a des basiques à maîtriser parce que des fois, il y a pas de signaux faibles. Il y a une information qui est là, brute, il y a juste à l'analyser correctement et prendre la décision. Donc 1, gérer les émotions, 2, prendre en compte les signaux faibles et après 3, traiter, la situation en elle-même. D'un point de vue cognitif, il va être intéressant pour l'arbitre de se connaître aussi. Quand je dis s'écouter, c'est alors moi j'aime bien utiliser les profils, DISC, DTI Success Insight ou les motivations. Mais aussi d'un point de vue cognitif, je suis assez convaincu aussi par les croyances irréalistes qu'on peut avoir. Quelles croyances un arbitre peut avoir quand il monte sur un terrain? Et forcément, il va pas analyser les situations de la même manière. Forcément, il peut se mettre sous pression en certaines situations et forcément, son analyse et donc sa décision peuvent être biaisées. Donc comment lui aussi peut s'écouter avant, se préparer pour être plus apte à prendre la décision sur le terrain. Mais beaucoup de situations sur le terrain se sont jouées avant le match, dans sa préparation.
Ça m'amène à une autre question sur la place de l'anticipation en arbitrage. Est-ce que tu dirais que dans certaines situations, tu pouvais sentir parfois la faute avant même qu'elle se produise? Oui, c'est la place de l'intuition. En fait, l'intuition, c'est qu'un cumul d'expériences. Mes plus belles décisions, je les ai prises à l'intuition. Mes plus grandes erreurs, je les ai faites en réfléchissant. Peux-tu nous donner Heu, ta plus grande décision? Ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. alors des grandes décisions, j'ai pu en prendre sur des matchs, que ce soit des derbys du Sud, que ce soit Nice-Monaco, que ce soit, Toulouse-Paris, où j'ai sifflé sans avoir vu. À l'époque, en plus, où il y avait pas la VAR. Alors j'ai connu les 2, hein. J'ai connu sans VAR, la mise en place de la VAR, puis la VAR. Mais je prends des exemples volontairement sans VAR parce que la charge émotionnelle est différente et la gestion du match après est différente. Donc, les plus grosses décisions, je les ai prises par exemple sur un Nice-Monaco, je regarde à droite, je tourne la tête, je vois un joueur au sol, je siffle. Parce que, on sait pas pourquoi, on le sent et mon assistant, je l'entends encore me dire: «Franck, tu sûr de toi là? J'ai rien vu». Et je dis: «Ouais, t'inquiète, je gère». Quand un arbitre dit: «T'inquiète, je gère», c'est qu'il gère rien du tout, hein. Donc, là, c'était lors du derby, Nice, Monaco avec un duel avec Balotelli dans la surface, par exemple, ou un autre, c'était Toulouse-Paris avec, l'arrière droit de Paris, un grand black, qui est après parti en Angleterre. Mince, j'ai oublié son nom, qui avait retenu par le maillot dans un angle que je pouvais pas voir, fait tomber un attaquant, pour en plus un ballon qu'il ne pouvait pas attraper. Et les 2 fois, il m'a dit: «Franck, tu es sûr de toi?» Et les 2 fois, je lui ai dit: «T'inquiète, je gère». Je le sentais parce qu'on est habitué à se poser des questions en tant qu'arbitre, où on se dit: «Mais quel intérêt l'attaquant a-t-il à tomber? Quelle est la probabilité pour qu'il y ait faute ou qu'il y ait une situation de jeu? Qu'est-ce que le défenseur gagne à ce qu'il y ait faute ou pas?» Enfin, ça, c'est des routines inconscientes qu'on a pu se poser en débriefing de match ou en préparation de match, qui du coup nous aident de manière intuitive en match. Donc ça, c'est des décisions heureuses à l'intuition. Et après, il y en a eu en finale de coupe de la Ligue aussi entre Paris et Monaco, que j'ai prendre comme ça à l'intuition. Mes plus grosses erreurs, je les ai faites en réfléchissant. Hem, j'ai un exemple entre, par exemple, Lyon et Bastia où, mon histoire avec un joueur a fait que j'étais conditionné avant le match à être beaucoup plus sévère avec lui. Donc en préparant le match, je m'étais conditionné, même inconsciemment. En faisant le match, je savais que j'allais être intransigeant. Résultat des courses, techniquement, je l'ai mis dehors, 2 jaunes, 1 rouge. Alors techniquement 10 sur 10 à la limite, hein, parce que bon, les faits étaient avérés et cetera. Mais managérialement parlant, j'étais 0 sur 10, hein. Parce que je répondais pas aux attentes du football, je répondais pas justement à l'histoire du match et j'ai montré quelque part de l'orgueil ou de la fierté, ce qui est le pire, allié ou le pire ennemi de l'arbitre, c'est selon. Ce qui fait que je l'ai expulsé, ce qui m'a valu 2 fois 15 jours de menaces de mort et après coup, on se dit: «Bon, bah, même si on n'aime pas les menaces de mort, même si ça dépasse le cadre du football, il faut reconnaître qu'on est quand même responsable de ce qui nous arrive». Donc ça, c'en était, une qui m'a coûté très cher. La deuxième, c'était avec Neymar sur un Bordeaux-PSG à l'époque où Bordeaux était en Ligue 1 et jouait les premiers rôles, où je m'étais tellement conditionné aux situations de Neymar, qu'il y a eu une situation dans la surface où j'étais sûr, mais sûr qu'il n'y avait pas faute. Et sur les 20 caméras, ou les 24, allez, il y en avait 23 qui montraient la faute. Il y en avait une qui laissait planer le doute. Ah mais coûte que coûte, j'ai pris celle-là pour dire: «Mais attendez, pas sûr qu'il y ait pénalty». Ah là, pareil, hein, en termes d'intelligence situationnelle, j'étais à 0 sur 10. Donc quand on réfléchit trop, on est souvent amené à faire des bêtises, sauf si on met des process et des routines. Quand on fait part à l'intuition, mais l'intuition n'est que le fruit du travail, bien souvent on prend des bonnes décisions. Parfait. Il y a un autre sujet que je souhaiterais qu'on aborde, c'est l'attention. Comment faisais-tu pour rester concentré plus de 90 minutes sans jamais décrocher finalement? Ça, c'est un travail qui se fait, alors le long tout au long de la semaine, qui se fait individuellement et collectivement et qui se prépare en amont. Ça, j'avais utilisé effectivement les profils de personnalité et notamment dans les profils de personnalité, si on est introverti ou extraverti. C'est comment on se régénère en cas de forte pression, de forte tension ou justement, en préparation d'un événement à fort enjeu. Et donc, moi, je m'autorisais à avoir une préparation avant le match qui me permettait d'arriver au coup d'envoi chargé à 100 psychologiquement. Alors des fois, on était un peu diminué physiquement à cause des voyages et cetera, mais psychologiquement, en tout cas, j'étais au maximum parce que j'avais mis ces routines. Est-ce que j'avais besoin d'être en équipe, d'être tout seul, de voilà. Moi, j'étais clairement dans un profil extraverti, pas tel qu'on l'entend en français, mais plutôt en psychologie. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de l'environnement pour me ressourcer, mais en étant seul, bien souvent. Donc j'avais mes routines l'après-midi,
la même musique, donc c'est même l'ancrage, hein, que j'utilisais pour arriver à un match à un niveau émotionnel à peu près stable. Parce qu'il y a des matchs où on se dit: «Ouh là là, on n'a pas le niveau pour le faire», puis il y a d'autres matchs où on se dit: «Bon, franchement celui-là, les doigts dans le nez, je vais y arriver». Donc ça, c'est déjà l'ancrage pour arriver au même niveau émotionnel et en plus pour être rechargé psychologiquement, pour être prêt à encaisser à un moment donné, bah, une charge d'un match. Donc ça se joue en amont. Après, il y a les temps forts d'un match et là, j'avais mis en place une, démarche collective avec mon équipe, avec qui je tournais pendant 5 ans, donc j'étais 7 ans en Ligue 1, mais pendant 5 ans avec eux. Où là, on avait mis en place des process où quand on voyait qu'il y en avait un qui était un peu moins bien, on avait quelques mots ou quelques phrases pour nous dire: «Profite du temps mort, recharge-toi» ou «Siffle une faute au milieu de terrain sans enjeu et voilà, décharge, la tension». Moi, la phrase, c'était par exemple mon assistant quand il voyait que j'étais pas bien, il me disait: «Franck, retour aux basiques» et là, ça me disait que l'environnement percevait que j'étais pas bien et qu'en plus, je sifflais de travers, quoi. Donc là, quand c'était ça, en général, je sifflais une faute au milieu de terrain, je sifflais un grand coup et le fait qu'il me le dise, je me disais: «Bon, ben, reconcentre-toi, remobilise-toi». Voilà. En sachant que moi, ce qui me remobilisait, c'était souvent l'adversité ou la difficulté, hein, vu mon profil. Mais quand il voyait que je prenais feu, il me disait: «Franck, retour au basique». Je sifflais une faute au milieu de terrain, je respirais un bon coup. La faute au milieu de terrain, pourquoi? Parce qu'elle met pas en danger une situation de but. Même s'il y a pas grand chose, les gens s'en souviendront pas et nous, ça nous permet le temps d'être hors champ caméra, de nous souffler, de nous replacer et de revenir sur les bons rails. Alors ces prises de décision se font sous pression en une fraction de seconde, Mmh. mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu prenais une décision qui pouvait changer le cours d'un match? Alors, il y a toujours une charge, d'adrénaline, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs la seule chose qui me manque aujourd'hui à la retraite. C'est cette adrénaline des grosses décisions. Après, à partir du moment où on est préparé psychologiquement et physiquement, qu'on est bien placé sur le moment, qu'on a analysé la situation et qu'il y a une décision, plus on a d'éléments, moins on subit de charge émotionnelle, même sur des éléments qui peuvent changer un match. Ce qui va nous mettre une grosse charge émotionnelle, c'est le manque d'information, c'est le manque de lucidité et donc forcément, c'est le manque de repères. Mais que ce soit en finale de coupe, que ce soit sur des matchs de barrage avec VAR, sans VAR, à partir du moment où on s'est mis dans les meilleures conditions pour prendre une décision, ben, c'est le jeu après, hein. Comme disait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. OK, si tu as tous les éléments pour décider et que tu as pris la décision dans les meilleures conditions, bah, si elle est bonne, tant mieux. Si elle est pas bonne, bah, ça fait partie de la fonction. C'est inhérent à l'arbitrage de prendre des bonnes décisions et des mauvaises. Donc la charge émotionnelle, à partir du moment où on se prépare avec cet état d'esprit-là, elle diminue mécaniquement. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé l'arbitrage, j'étais vraiment chien fou et plus, j'avançais, plus je me formais, plus, je me préparais à ça, plus je suis devenu, froid. Après trop froid, hein, trop glace, hein, même sur un derby, Lyon-Saint-Étienne, on me disait: «Mais oh, souris un peu, montre des émotions» parce que j'étais devenu vraiment, trop froid. Alors les quelques souvenirs que j'ai moi, de ma période de U en U15 nationaux, c'était quand même, celle d'un arbitre relativement calme, posé. Alors oui, en U15, oui, puis à l'époque, je jouais, je me rendais même pas compte des enjeux de l'arbitre. Mais tant qu'on est dans les divisions amateurs, l'arbitre fait vraiment partie du jeu et ça reste assez technique et assez partenaire. À partir du moment où on est sur des matchs à fort enjeu, c'est plus un simple jeu. C'est un show, c'est du business, il y a des emplois à la clé, il y a beaucoup de responsabilités aussi. Donc, forcément, il y a des choses à prendre en compte de manière, plus poussée ou différente. Je trouve qu'il y a beaucoup d'abattage médiatique, sur les arbitres. Quand toi, tu fais une erreur et tout arbitre en fait, comme les joueurs aussi, comment gérais-tu la frustration et la partie émotionnelle après le match? La frustration, des joueurs ou la mienne? La frustration d'avoir pu commettre une erreur? Alors, bah, on est un arbitre, quoi qu'en pensent, les détracteurs, un arbitre n'aime jamais commettre d'erreur parce que faut quand même savoir que chaque arbitre est évalué en Ligue 1 et qu'à l'issue de la saison, bah, en fonction de son nombre d'erreurs, par exemple, bah, il peut être rétrogradé. Donc on peut pas dire: «Bon, il a loupé un pénalty ou un carton rouge, mais ça lui est égal, et il continue». Non, non, pas du tout. Il peut perdre un titre, il peut perdre des bonnes désignations ou il peut même perdre une division. Donc à l'issue d'un match, forcément, quand on a loupé une décision majeure ou qu'on a pris vraiment une mauvaise décision, bah, déjà si on a tout mis en œuvre, qu'on était bien placé, qu'on a mal vu, ça
c'est comme ça, on l'accepte, on se dit: «Bon, bah, j'ai tout mis en œuvre et j'ai pas réussi». Ça, c'est une chose. Par contre, quand on s'est fait piéger soit cognitivement, soit quand on s'est fait piéger parce qu'on n'a pas mis les ingrédients pour prendre la bonne décision, c'est là où on dort moins bien. Moi, les plus grandes erreurs que j'ai faites où oui, peut-être que techniquement j'avais raison, mais managérialement j'étais nul, j'ai pas bien dormi du tout. Et des fois, j'ai planté des matchs où j'ai loupé un penalty ou un carton rouge, mais j'avais beau me refaire le match, je voyais pas, une autre manière de décider avec les éléments en ma possession à ce moment-là. Bah, on dort pas bien, mais on dort. Donc, oui, c'est une question de d'autocritique et de lucidité. C'est si on n'a pas pris la bonne décision, mais qu'on a tout fait pour, OK, ça après tout, ça reste qu'une obligation de moyens. Mais si on sait au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas propre, c'est là où on peut être plus frustré et moins serein. Alors je pense qu'il y a des arbitres amateurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qui distingue un arbitre amateur d'un arbitre de haut niveau sur le plan cognitif? Sur le plan cognitif, il peut y avoir plusieurs aspects. C'est déjà ce sont pas au même moment qu'on peut avoir les mêmes pressions parce qu'un arbitre au niveau amateur, il est souvent seul, donc il peut pas ressentir les mêmes craintes au même moment. Lui, il peut des fois avoir trop peur d'être proche de certains énergumènes au bord du terrain parce que malheureusement, il y en a beaucoup. L'avantage sur les matchs de haut niveau, c'est qu'ils sont derrière des grilles et qu'on les craint pas. Donc, l'arbitre de haut niveau craint, lui, la pression médiatique, la pression financière, la pression de réputation, la pression des réseaux sociaux, ce qu'on n'a pas trop au niveau amateur. Par contre, au niveau amateur, il craint souvent pour lui, malheureusement. Donc déjà, c'est pas au même endroit du cerveau que ça s'agite. Après au niveau amateur, il y a une question de proximité bien souvent qu'on peut avoir avec les clubs ou les joueurs, qu'on peut avoir quand on est en Ligue 1, mais qu'on n'a pas en Coupe d'Europe. Parce qu'en Coupe d'Europe, on voit les joueurs, 1 fois, 2 fois maximum dans la saison. En championnat de France, en Ligue 1, on peut les voir 3, 4 fois. En Ligue, on les voit souvent. On reste, pendant 10 ans, 15 ans. On n'a pas la même relation non plus. Donc d'un point de vue cognitif, on est plus dans un rapport de proximité en Ligue qu'on peut l'être, en Ligue 1 ou au milieu pro. Donc mécaniquement, on n'a pas la même approche non plus. Et puis au niveau pro, de plus en plus, ces arbitres sont préparés soit par une, démarche individuelle, en allant voir un préparateur mental, soit en allant voir un psy, soit en étant débriefé. Faut reconnaître qu'au niveau amateur, il y a pas les mêmes moyens qui sont mis à disposition. Donc forcément, ils sont moins préparés aussi. Alors, tu as parlé de la préparation mentale, de l'entraînement individuel. Ça nous amène à la prochaine partie qui concerne la formation et l'entraînement des arbitres. Comment étaient formés les arbitres, justement, sur le plan cognitif et mental, durant ta carrière? Faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait pas une grande préparation. Il y a eu à un moment donné un préparateur mental qui avait été mis à disposition, mais sinon c'était pas un sujet. À l'époque, le sujet, c'était surtout la préparation athlétique et la préparation technique. La préparation mentale se faisait souvent à l'expérience ou dans l'échange avec les anciens, mais c'était pas un sujet. En stage, il y avait pas de créneau bloqué pour la préparation mentale. La fédération commence à le mettre en place. Ils ont recruté maintenant une, psychologue qui a intégré le staff, qui, est au moins mise à disposition des arbitres qui en ont envie. Donc on commence à s'ouvrir à ça, mais l'arbitrage n'a que quelques années de retard sur les clubs de foot où pareil, l'axe était donné prioritaire pour la préparation athlétique, physique, médicale. Le mental n'est venu qu'après et souvent c'était une démarche individuelle plus que collective, aujourd'hui pour les joueurs. Pour les arbitres, c'est pareil. Donc moi, quand j'arbitrais, c'était pas en place de manière, on va dire institutionnelle et répandue, mais certains le faisaient à titre individuel. Je sais que les meilleurs arbitres français aujourd'hui, se font accompagner, à titre individuel à côté. Distingue souvent la préparation mentale de l'entraînement cognitif, la préparation mentale, étant plus, centrée sur la partie psychologique, émotionnelle, confiance, motivation et cetera. Alors que la partie cognitive est plus, elle, liée au processus de traitement de l'information. Sur la partie cognitive, as-tu été formé à cela? Alors oui, il y a des ateliers qui étaient mis en place sur la partie cognitive, c'était notamment comment décider quand on est, fortement sollicité physiquement. Parce que la charge émotionnelle, on a du mal à la mettre en œuvre à l'entraînement. Par contre, la charge physique,
pour justement, diminuer notre capacité cognitive, celle-là, on peut la mettre. Donc séance à haute intensité, par exemple, avec prise de décision. Donc c'était des ateliers où il fallait faire du 15-15 à haute intensité, donc 15 secondes à haute intensité. À l'issue de la séquence de 15 secondes, prise de décision ou réflexion. Alors des fois, c'était des prises de décision techniques, des fois, c'était des réflexions mathématiques ou autres, mais c'était comment nous solliciter cognitivement alors que le corps est quelque part, en souffrance parce qu'il est fortement sollicité. Donc ça, on était entraîné à ça. On était aussi entraîné, alors j'ai oublié le nom, c'était un atelier où on avait des lunettes 3D et on devait visionner 8 balles de tennis et ça allait de plus en plus vite dans une boîte en 3D. Il fallait garder le ça te parle? Tu vois? Oui, oui, c'est le neurotracker. Voilà, merci, le neurotracker. Donc on avait aussi cet exercice-là qu'on pouvait faire, où là, c'était encore un entraînement cognitif et c'est ce qui fait qu'on avait cette vision périphérique qu'on pouvait développer. C'est peut-être ça qui m'a aidé, hein, sur les fameuses décisions où je ne voyais pas. Donc ça, c'était mis en place. Mais là, on est d'accord que c'est plus de la technique et du cognitif. Sur la charge émotionnelle, là, pour le coup, il y avait pas d'atelier en stage. Et est-ce que tu as été amené à faire des entraînements spécifiques de la vision? À part le neurotracker, non, c'était pas mis en place. Est-ce que tu as des routines, spécifiques, ou un entraînement, que tu faisais de manière individuelle que tu souhaiterais ici partager avec nos auditeurs? Alors pour la charge émotionnelle, il y en a un que j'aimais bien faire et qui m'a beaucoup servi, notamment au début, c'était, quand on est stressé ou quand on sent qu'on n'est pas bien avant un événement, qu'il y a trop de charge. C'est une équation que j'utilise souvent, c'est finalement comment faire baisser ce stress. Bah, moi, je pars toujours du principe que la réalité n'existe pas, c'est qu'une perception de la réalité. Alors voilà, on dit bien que c'est qu'une image qu'on a de la réalité, mais on peut avoir différentes images d'une même situation, d'une même réalité. Donc un gros match, notamment ma première au Vélodrome, c'était mon premier gros match, diffusé sur Canal+ avec 2 assistants qui n'avaient pas d'expérience. Moi, je n'avais aucune expérience du Vélodrome, donc forcément ma perception d'un match au Vélodrome faisait que j'étais sous stress. Et le stress, pour faire simple, l'équation, c'est quels enjeux on met et de quelles ressources on dispose. Donc c'est S égale E sur R, pour ceux qui ont envie de visualiser. Bah donc, comment on fait pour diminuer son stress? Ben, la première des choses, c'est qu'on va diminuer l'enjeu. Et l'enjeu, image différente de réalité, c'est j'ai trouvé 10 opportunités de faire une erreur lors de ce match à Marseille. Pas 4, pas 5, 10. Alors vous allez dire: «Ouais, mais Franck, faire des erreurs sur un match à Marseille, sur Canal+, le premier gros match pour toi, en sachant que si tu le loupais, tu étais rétrogradé en Ligue 2, faut être costaud quand même pour trouver 10 points positifs». Et ben, justement, c'est ça le travail. Parce que si on se limite à 3 ou 4, on va trouver des trucs un peu bateaux qui vont servir à rien, enfin, qui vont pas agir sur le stress. Donc pour diminuer l'enjeu, c'est les 10 opportunités qu'on a de se tromper sur un match. Moi, clairement, c'était montrer mon calme, montrer mon leadership, montrer comment je pouvais communiquer sous stress, montrer comment je pouvais gérer, la fin de la rencontre, et cetera, et cetera. Mais j'avais vraiment trouvé 10 opportunités en cas d'erreur sur ce match-là. Donc là, je diminue l'enjeu, finalement, ma perception de la situation. Ensuite, c'est R, c'est augmenter les ressources. Parce que pas d'expérience avec des assistants qui n'avaient pas d'expérience, j'étais un peu léger en ressources. Et ben là, c'est le travail. C'est comment on prépare les vidéos, comment on cherche de l'expérience chez ceux qui sont déjà allés arbitrer au Vélodrome, comment on va se baser sur des matchs où il y a eu des erreurs. Mais c'est un travail de préparation athlétique, technique, vidéo, d'expérience, de partage, de communication. Donc, on augmente nos ressources, on diminue l'enjeu. Je suis arrivé à Marseille, j'étais nettement moins stressé. Et ça, c'est une routine que je faisais à chacun de mes matchs. Quelle opportunité ce match représente pour toi, même en cas d'erreur? Quelles ressources tu peux mettre en face pour justement te donner un maximum de chances de faire un beau match? Alors tu évoques là la dimension psychologique du stress. Il y a aussi une dimension plus cognitive du stress où notre mémoire de travail va être surchargée d'informations. Généralement, une mémoire de travail qui fonctionne de manière optimale, c'est traiter jusqu'à 9 informations. Est-ce que tu as souvenir, toi, de situations où le trop d'informations a saturé cette fameuse mémoire de travail et où tu t'es finalement retrouvé en difficulté pour prendre ta décision? Alors oui, il y avait une situation, là, si je suis sur une situation de terrain, il y avait une situation notamment lors du derby, breton entre Guingamp et Rennes, où c'était une situation frappe au but, transversale, ça tombe sur un attaquant qui est en position, je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas, le gardien sort, mais du coup, je ne sais plus s'il est dernier ou avant-dernier défenseur. Je ne sais pas s'il touche le ballon avec la cuisse ou une autre partie du corps, puis il marque, mais
il y avait tellement d'informations sur la situation, je savais pas si le ballon était sorti avant le centre, je savais plus comment m'en sortir. Donc on avait mis un process de crise et ça, c'est une des anecdotes marrantes que je peux raconter parce que c'est quand même le derby breton, donc fort enjeu, médiatique aussi. Il y avait un peu de chahut en tribune et je vais voir mon assistant et je lui dis: «Écoute Jamel, j'ai un gros problème. Je sais pas, s'il y a main ou pas main sur le but». Et lui, il me dit: «Écoute, ça tombe bien que tu viennes me voir parce que moi, je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu sur le but». Et ça, c'était en direct, donc toutes les caméras de Canal+ qui nous fixent et nous, on était là et on voulait rigoler, mais le moment était trop grave pour rigoler et je lui dis: «Écoute, OK, t'inquiète, je gère». Donc c'est la fameuse phrase, hein. Donc j'ai sifflé, j'ai validé le but parce qu'on s'est dit: «Il y a rien qui nous alerte qu'il y a une grosse infraction. Le foot, quelque part, attend le but, bah, on va y aller». On a validé le but et à la fin du match, il se trouve que c'est la bonne décision. Mais elle s'est basée sur rien. Il y avait tellement de choses à analyser au même moment, différents angles de vue avec différents acteurs, on savait plus comment s'en sortir. On s'est juste dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait?» «Moi, je sens but». «Ouais, et toi?» «Ouais, aussi but». «Bon, allez, on fait but». Bon, on n'a pas eu toujours autant de chance, mais celle-là, oui. Ah ça, c'est une super anecdote, merci en tout cas de nous partager ça. Est-ce que tu as observé des différences? Parce que alors il y a eu ces stages lorsque tu étais arbitre, en Ligue 1, probablement organisés par la FFF. Mais est-ce que tu as été amené aussi à faire des stages organisés par la FIFA, dans la période où tu étais arbitre international? Alors j'étais, moi, à un seul stage de l'UEFA quand j'ai été intronisé international parce qu'après les stages étaient réservés aux top arbitres qui font notamment de la Champions League ou les 2 premières catégories. Donc oui, j'en ai vu. Là, les stages sont soit pour les grandes compétitions, ils sont formés, ils peuvent être formés sur des aspects très particuliers, peut-être de gestion d'événements, mais en tout cas l'aspect psychologique n'est pas, prépondérant dans ces stages-là. C'est avant tout uniformisation technique, explication des enjeux de la compétition, mais très peu de psychologique dans ces stages-là. Alors on dit souvent que l'entraînement du pilier mental, hein, que ce soit la préparation mentale ou la partie cognitive, on dit souvent que la France, accuse ou accusait un retard par rapport aux pays un peu plus anglo-saxons. Est-ce que toi, tu as observé des différences, avec des arbitres étrangers dans la manière de préparer et d'aborder les matchs? Alors il y avait des arbitres qui, eux, avaient, des personnes qui les accompagnaient en dehors. Après, très peu de pays peuvent se l'offrir. Il y a que le Big Five qui peut le faire parce que dans les autres pays, déjà, l'arbitrage est plutôt au niveau amateur. Enfin, quand je dis amateur, c'est-à-dire que c'est des arbitres du niveau professionnel, mais gérés comme des amateurs. Donc la partie préparation mentale, avant qu'elle n'arrive en stage, il y a déjà tellement de fondamentaux à mettre en place que c'est vraiment pas une priorité. Mais les tops arbitres, eux, vraiment, ils se font accompagner à ce niveau-là psychologique parce qu'il y a tellement d'enjeux. Les matchs s'enchaînent à une telle vitesse que s'ils ne se font pas accompagner psychologiquement et mentalement, c'est très compliqué pour eux de rester sur la durée. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, si je te suis, cet entraînement spécifique est finalement un entraînement individuel et donc à la charge de l'arbitre? Alors l'arbitre dans le football, c'est un peu celui qui se prend toujours en charge de manière individuelle. C'est ce qui m'a choqué dans ma vie d'après, mais dans cette vie-là d'arbitre, bah, l'arbitre, il a l'habitude de faire sa logistique tout seul, ses préparations de match tout seul, sa préparation mentale tout seul, sa préparation athlétique tout seul. C'est ce qui fait la beauté de ce métier aussi, hein, c'est pour ça que j'invite vraiment, tous les jeunes autour de moi à se lancer dans l'arbitrage, aussi longtemps que possible, mais c'est une telle expérience de vie, ça apprend tellement de choses que, je recommande vraiment cette expérience. OK, parfait. Et observes-tu, toi, des changements dans la manière justement de former et de préparer les arbitres, depuis que tu es en retraite? Hem Malheureusement, pas assez à mon goût. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vouloir s'ouvrir au monde du football avec des intervenants qui sont dans le milieu du football, d'anciens joueurs pro qui ont intégré la direction de l'arbitrage ou une psychologue qui a intégré, la direction de l'arbitrage. Mais à mon sens, ça va pas assez vite, on met pas assez de moyens et on met pas assez l'arbitre au cœur du jeu. Voilà, c'est vraiment un enseignement que j'ai découvert à ma retraite seulement, c'est que on pourrait faire beaucoup plus pour mettre l'arbitre au cœur de la préparation d'un stage et même au cœur de la démarche de la direction de l'arbitrage pour les rendre encore plus performants. Ça nous amène à ta vision d'avenir, Franck. Comment vois-tu l'évolution de l'arbitrage, notamment avec la technologie, comme la VAR et de potentielles nouvelles technologies à venir?
Alors la VAR a été, une étape. Avant ça, il y avait déjà eu la goal line technologie qui nous soulageait sur des décisions binaires. Goal line technologie, c'est est-ce que le ballon est rentré dans le but ou pas? C'est assez binaire vu qu'il y a 7 caméras par but à 350 images secondes. Donc ça, c'était la première intervention, avant les drapeaux, même les oreillettes. Mais la VAR a aidé et la VAR a changé beaucoup de choses dans l'arbitrage parce que les attentes ne sont plus les mêmes. Là où avant le football pouvait attendre, enfin pouvait comprendre une erreur d'un arbitre, pouvait comprendre une décision erronée, pouvait comprendre qu'on loupait un match, avec la VAR, le niveau de tolérance a fortement baissé. Ce qui fait aussi que le niveau d'exigence envers les arbitres terrain, lui aussi, a fortement baissé. Parce qu'on se dit à la limite, un arbitre terrain, s'il loupe la décision, c'est pas grave. Par contre, le seuil de tolérance vis-à-vis de l'arbitre vidéo a complètement changé. Parce qu'on ne comprend pas qu'un arbitre derrière ses écrans ne puisse pas voir. Ce qu'on ignore, c'est qu'un arbitre derrière ses écrans, ben, il a fait toute sa vie sur le terrain, où le temps était un allié pour lui. C'est-à-dire que quand le jeu est arrêté, en général, c'est un allié pour lui. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, l'arbitrage. J'ai arbitré 28 ans, mais à chaque fois que le jeu s'arrêtait, c'était un moment où au moins on se disait, là, je peux pas faire d'erreur. Vu que le jeu est arrêté, je peux plus faire d'erreur. C'est tout bête, mais... Et une fois qu'on est arbitre vidéo, on se dit, bah mince, en fait, c'est quand le jeu est arbitré que je peux faire une erreur. Donc le mindset est complètement différent. Ce qui fait que les arbitres vidéo, et c'est une des évolutions que je vois, il faudra les préparer psychologiquement à ça et mentalement à ça, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des bons profils vidéo qui pouvaient être des arbitres totalement moyens, mais comme des entraîneurs. On connaît des top coachs qui étaient des joueurs moyens ou même des joueurs seulement amateurs et qui se sont révélés comme coachs. Moi, je suis convaincu qu'il y a des arbitres vidéo qui vont se révéler comme des top arbitres vidéo, alors qu'ils pouvaient être des arbitres complètement moyens et inversement, à condition justement de les accompagner ou de renforcer leurs capacités cognitives et mentales. Donc l'évolution, elle est vraiment là, c'est qu'on n'attend pas la même chose d'un arbitre vidéo et d'un arbitre terrain. C'est que dans la préparation, justement, il va falloir les accompagner davantage, parce que l'arbitre terrain, du coup, il subit d'autres pressions, celle des réseaux sociaux, celle des conséquences des décisions mal prises par la vidéo. Et l'arbitre vidéo, lui, ben, doit gérer, pareil, ce mindset qui est complètement différent. Donc, là où avant on pouvait attendre de fortes personnalités d'un arbitre sur le terrain et de pouvoir assumer même un match qu'il pouvait louper, aujourd'hui on attend surtout d'un arbitre VAR que finalement il ne fasse pas d'erreur de process. Donc il est plus jugé spécialement sur sa prise de décision, mais sur le process. Ça aussi, ça change. Là où un arbitre VAR peut être évalué sur le process et sur la décision finale. Donc c'est vraiment un accompagnement à opérer. Et après, il y a l'IA qui arrive. L'intelligence artificielle va aussi changer le métier. Pour tout ce qui est binaire, l'IA va remplacer l'arbitre comme elle va remplacer beaucoup de personnes, dans les sociétés. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va créer d'autres métiers, d'autres opportunités. Mais on le voit aujourd'hui dans les coupes du monde, en Champions League, l'IA peut très rapidement décider s'il est hors jeu ou pas hors jeu. Donc comment on repense le métier d'arbitre assistant? C'est ceux qui sont sur le côté avec des drapeaux. On croit souvent à tort qu'ils sont là que pour le hors jeu ou pour les touches. Bien au contraire, ils sont là aussi pour donner un angle de vue complémentaire, pour donner d'autres informations à l'arbitre qui va l'aider à prendre la bonne décision. Donc croire que l'IA peut annuler la fonction d'arbitre, c'est un peu la tendance actuelle majoritaire. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Donc comment on va accompagner les assistants à changer de fonction quelque part? De changer leur mode de prise de décision et surtout de cœur de métier. Ce qui va être binaire et très compliqué, c'est l'IA qui va le faire. Ben, eux, comment ils peuvent contribuer autrement à la réalisation d'une belle prestation arbitrale? Faut pas oublier que les arbitres sont là pour le match, hein. Si l'arbitre fait bien son match, normalement le match est de qualité, il est valorisé, les spectateurs sont contents et tout le monde est content. Donc accompagner les arbitres sur changer leur manière d'aborder une rencontre. Aujourd'hui, un arbitre terrain n'est plus forcément attendu pour une grosse personnalité et assumer les décisions, mais pour un management et une facilitation qui est faite sur le terrain, principalement. Parce qu'on accepte qu'il loupe les grosses décisions. C'est un vrai changement qui est en train de s'opérer. Et pour revenir sur les arbitres vidéo, j'ai envie de dire que cette, décision, à l'intuition est beaucoup plus difficile puisqu'il y a une absence de certains stimuli sensoriels, qu'on n'a pas devant un écran. Exactement, c'est là où l'arbitre vidéo, lui, va se baser essentiellement sur des process et sur des critères objectifs. Il y a ou il y a pas. Pour une main, dans la surface, est-ce que la main est décollée du corps ou pas? Mouvement naturel ou pas? Est-ce que le ballon a été dévié par le pied de l'adversaire ou par son pied? Et cetera, et cetera. Il va être obligé, lui, pour le coup, de comme une checklist, hein, de vérifier des critères objectifs. Là où l'arbitre sur le terrain, il a pas le temps de penser à tout ça.
Alors l'arbitre sur le terrain, il se pose d'autres questions en cas de doute. Mais le VAR, lui, il est obligé de procéder de manière logique et objective. L'arbitre terrain, c'est beaucoup plus subjectif. L'arbitre terrain, il pose des fois des questions en mode pompier, hein, ou comment se sauver en situation critique. Voilà. Les questions que les arbitres peuvent se poser sur le terrain, c'est souvent qu'attend le football. Quand il sait plus, la question finale qu'il se pose, l'arbitre, c'est mais finalement, qu'attend le football? Parce qu'il y a tellement d'arguments dans un sens ou dans l'autre qu'on se dit ouais, mais au bout du bout, qu'attend le football? Parce que nous, on connaît les lois du jeu, mais les joueurs, ce qu'ils attendent, eux, c'est le bon sens du football. Et bien souvent, ça va pas dans le même sens. Donc, en cas de doute, l'arbitre, il dit ça, ou il se dit: «Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je risque? Combien de temps je mets à expliquer telle décision et combien de temps je mettrai à expliquer l'autre?» Et souvent, il y a une décision, on met 3 secondes à expliquer, même si elle est techniquement moins solide, et on mettrait 1 heure à expliquer l'autre, même si elle est techniquement plus solide. Bah, des fois, c'est peut-être plus simple d'aller sur la techniquement moins solide, mais la plus facile à faire comprendre. Voilà. Et quelle décision je suis prêt à assumer? Ça, c'est la dernière des dernières que tout arbitre doit se poser, c'est finalement quelle décision je suis prêt à assumer. Au final, la technologie, est-ce qu'elle aide le cerveau de l'arbitre ou est-ce qu'elle le déresponsabilise un peu quelque part? La tendance, c'est que sur le terrain, il y a beaucoup d'arbitres. Alors ceux qui ont connu l'arbitrage sans VAR gardent le même état d'esprit, ils ont évolué. Ceux qui n'auront connu que la VAR sur le terrain n'ont pas la même perception de responsabilité qu'avant. Ça, c'est une évidence. La VAR a changé la manière, de voir la fonction d'arbitre. J'aimerais, qu'on finisse cette partie sur ton avis sur l'évolution du foot. Comment vois-tu, l'évolution du foot? Et là, je sors vraiment du sujet de l'arbitrage. Quel est ton avis sur l'évolution du football dans les années à venir? Le football est avant tout fait pour transmettre des émotions et pour alimenter les discussions au café du commerce, hein, comme on dit. Et je pense que plus ça va, plus il alimente ces discussions-là, par les réseaux sociaux, par, la technologie, par, voilà. Ça, c'est ma perception en tant qu'arbitre, hein. Je suis pas du tout spécialiste du football, hein. Moi, je connais que les lois du jeu. Ce qu'on remarque quand même, c'est que le foot n'est que le reflet de la société. Le foot ne produit pas d'idiots, il les met juste en valeur, hein, des fois où il les met en lumière. Et ce qu'on peut observer quand même, c'est que il peut y avoir aujourd'hui des tensions sur le terrain ou des réactions au bord de terrain, mais même au niveau amateur avec des jeunes, liées justement à toute l'image qu'on se fait du football. On pense que notre fils est le futur Mbappé. Et pour moi, objectivement, le football est le plus beau des sports parce qu'il est accessible à tout le monde, dans toutes les langues, n'importe quel âge, même sans matériel. Mais tout ce qu'on projette derrière le football pourrait des fois nuire à la qualité du football. Voilà, c'est mon seul avis. C'est que cette tendance-là, pourrait desservir le football si on n'arrive pas à revenir aux fondamentaux. Et ton avis sur l'évolution du jeu? Bah, le jeu va de plus en plus vite. Il est de plus en plus technique, de plus en plus puissant, et de plus en plus régulier. Les joueurs aujourd'hui jouent beaucoup plus. Les arbitres aujourd'hui arbitrent beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ça, c'est une certitude. Donc il va falloir se préparer, encore plus et encore mieux et encore plus finement. C'est ce que j'allais dire parce que je parle souvent d'une étude qui avait montré que le temps de possession individuel par joueur a énormément baissé ces 20 dernières années. Donc un jeu qui va de plus en plus vite et par conséquent, ces décisions arbitrales sont de plus en plus rapides et sous pression. Donc elles sont par conséquent aussi de plus en plus difficiles. Oui, de plus en plus fréquente, de plus en plus difficile et surtout les gens sont de plus en plus exigeants parce qu'eux s'entraînent toute la semaine, même en niveau district ou ligue, hein. Même au niveau amateur, la préparation a vraiment évolué, donc on attend de l'arbitre qu'il évolue aussi. Et on attend qu'il soit toujours là pour faciliter le jeu parce que l'arbitre, faut pas oublier qu'il est là pour être au service du football et du jeu. Alors on arrive à la dernière partie de cette interview, Franck. Comment te suivre? Et peut-être avant de savoir comment te suivre, quelles sont tes activités aujourd'hui? Même si tu as jamais finalement arrêté une carrière professionnelle durant ta carrière d'arbitre, mais quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors j'ai une double casquette sur la tête, j'ai toujours une casquette, sportive, même si je suis retraité. Je suis aujourd'hui consultant au sein de l'Olympique de Marseille, consultant en arbitrage, où là j'aide justement à la préparation avant match, sur le profil de l'arbitre, sur les particularités, sur la communication, sur la gestion de différences qu'il peut y avoir avec certains joueurs et l'arbitre. Analyse des décisions live et après débriefing du match et pédagogie sur certaines décisions, sur certains faits de jeu. Donc toujours pour aider les joueurs mentalement à être plus, prêts le jour du match, à mieux gérer les questions arbitrales et à faire de l'arbitrage, plutôt qu'un sujet de frustration, une opportunité d'avoir un avantage concurrentiel par la maîtrise des lois du jeu.
Ou dit autrement, comment passer d'un centre de coût à un centre de profit, quoi. Comment on peut essayer de gagner 1 ou 2 points dans la saison parce qu'on connaît mieux les lois du jeu que les autres clubs. Alors là, il y a une question qui me vient, Franck, qui peut paraître drôle, mais est-ce que les joueurs pros connaissent toujours parfaitement les règles, les lois du jeu, puisqu'elles évoluent souvent? Ah non, 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 pas tous malheureusement, enfin même, souvent ils pensent les connaître, mais ils les connaissent pas et ça me rappelle, une situation, moi, sur un match, avec Paris où à un moment donné, je discutais avec, Mbappé d'une situation de hors-jeu qui était vraiment délicate, même pour les arbitres et il me demandait, alors lui l'interprétation parce que lui, il voulait vraiment s'intéresser aux lois du jeu, il voulait aller très finement, dans la compréhension des lois du jeu pour lui en tirer un avantage concurrentiel et j'ai quand même rigolé avec lui en lui disant: «Vous vous rendez compte que les joueurs, bien souvent, ils conduisent une Formule 1 et ils ont même pas passé le code?» Et ça l'avait fait rire parce qu'il était d'accord et comprenait bien que des fois, on nous demandait un entre-deux ou des choses comme ça qui sont même pas écrites dans les lois du jeu. Donc beaucoup de joueurs, ne connaissent pas assez les lois du jeu et c'est pour ça d'ailleurs que le club de Marseille a fait aussi appel à mes services parce que c'est devenu un vrai sujet pour éviter la frustration et de se perdre dans des contestations inutiles. OK, tu interviens, uniquement dans le monde professionnel du club ou également, au centre de formation? Alors pour l'instant que pour l'équipe première. Alors avant, j'étais dans un autre club où là, j'intervenais, auprès de l'académie, auprès des féminines, toutes les équipes à 11, principalement la 1, mais toutes les académies, c'était à Strasbourg. C'est le club qui m'avait lancé. On avait innové, ça n'existe pas en France, donc on avait fait ça, avec le président, à Strasbourg. Maintenant, j'interviens à Marseille, plus au service de l'équipe 1. Donc ça, c'est vraiment pour ma casquette sportive. Mais à côté de ça, j'ai une casquette où je suis, consultant, conférencier et coach à la fois d'équipe et individuel. D'ailleurs, avec l'IA aussi, je me suis certifié récemment, au coaching avec l'IA, où là, j'accompagne vraiment en faisant en sorte de développer le capital humain. J'accompagne les dirigeants et les codires à créer les conditions d'alignement, d'engagement et de bien-être au service d'un projet collectif. Ou dit autrement, comment faire en sorte que la culture d'entreprise réponde aux enjeux de l'entreprise. Et là, j'utilise soit ma casquette d'ancien arbitre, soit juste ma casquette de coach. Mais je fais des expériences immersives où je les fais arbitrer, où j'utilise des images des arbitres, des fois quand il y a des situations de blocage sur la compréhension. Et d'ailleurs, j'utilise souvent les biais cognitifs ou les matrices cognitives pour les aider à comprendre certaines situations. Est-ce que tu travailles le processus de prise de décision avec eux qui est essentiel en monde d'entreprise? Oui, ça en fait partie. Processus de prise de décision, les biais qu'on peut des fois connaître et comment justement, s'en affranchir, ça fait partie de mes accompagnements, oui. Après, je fais aussi des accompagnements en formation en leadership, management et en vente. Et là, pareil, je m'amuse à ramener de temps en temps l'arbitre, dans les salles. Quand je dis l'arbitre dans les salles, c'est, certains disent: «Ouais, mais bon», ça, c'est un exemple que j'ai eu encore récemment, sur le savoir dire non. Il y avait un directeur d'agence, je formais les directeurs d'agence, d'une banque et il me disait: «Ouais, mais moi, dire non quand c'est ma décision, c'est facile». Je dis: «Oui, OK». Je dis: «Mais l'arbitre, à la 8e minute du match, il siffle penalty, carton rouge». Et le joueur vient le voir et dit: «Monsieur l'arbitre, mais c'est n'importe quoi le carton rouge, c'est la triple peine», comme disait un célèbre commentateur sur une radio. Et si l'arbitre lui répond: «Ouais, tu sais, écoute, moi je suis d'accord avec, vous, mais heu, c'est les vieux qui font les lois du jeu, et franchement c'est n'importe quoi, mais bon, j'ai pas le choix que de le faire». Alors ce directeur d'agence m'a dit: «Bah non, l'arbitre il peut pas faire ça». J'ai dit: «Moi, et pourquoi il peut pas faire ça?» Il dit: «Bah, il lui resterait, plus de 80 minutes à gérer un match, mais il aurait perdu sa légitimité». Je dis: «OK, mais donc si toi, tu dis: "Écoute, moi l'augmentation je voulais te la donner, mais c'est le directeur de secteur qui veut pas et ça dépend pas de moi"». Alors il m'a regardé, il m'a dit: «Mais tu es en train de me mettre une claque là?» Ah, je dis: «Ah bah non, je te fais juste part de la situation avec l'arbitre» et du coup ça lui a servi de déclic et elle a dit: «Ouais, effectivement, je me rendais pas compte de l'image que je pouvais avoir ou de la résonance que ça pouvait avoir». Donc l'arbitrage me permet des fois de les emmener sur un terrain de jeu qui est pas le leur, pour les ramener après sur leur terrain de jeu, mais ils sont sortis de leur cadre de référence, ils ont réfléchi différemment et ça leur permet d'avancer. OK, génial. Alors comment peuvent faire nos auditeurs pour te contacter et pour faire appel à tes services, pour l'une de tes 2 casquettes, hein? Avec grand plaisir, je suis disponible sur LinkedIn. Je suis pas sur les autres réseaux sociaux, hein, vu ma mon expérience d'arbitre, on n'était pas bienvenu sur les autres, mais sur LinkedIn, avec grand plaisir, il y a toutes mes coordonnées, par message privé, téléphone, mail, je répondrai, avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Est-ce que tu interviens également dans le cadre de conférences? Oui, oui, j'en fais pas mal des conférences. Des conférences one shot ou des conférences quand je lance un accompagnement, j'aime bien aussi commencer par une conférence pour justement faire le parallèle entre le monde de l'entreprise que je vais accompagner,
Alors une fois, c'était une fonderie, une fois, c'était une banque, une fois, c'était les énergies renouvelables. Mais pour faire le parallèle justement entre les 2 mondes, pour, servir de driver pour la suite de l'accompagnement. Ça fait gagner beaucoup de temps dans l'accompagnement. OK, parfait. Alors Franck, on arrive au bout de cette interview. Est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaitais encore aborder ou des recommandations à donner à nos auditeurs ou des potentiels futurs arbitres? Oui, c'est de faire déjà les choses, par passion. Alors là, je parle pour les futurs arbitres, c'est là où vraiment ils vont le plus s'amuser. Et puis après, pour les auditeurs, c'est commencer par vous écouter vous-même. La gestion des émotions est clé pour toutes les situations à venir et bien souvent, quand on s'écoute, on prend de bonnes décisions. Parfait, merci Franck pour, cet échange passionnant. C'est vraiment fascinant, je trouve, de voir à quel point le cerveau de l'arbitre est sollicité et comment tout ça rejoint finalement un peu les principes de l'entraînement mental et cognitif appliqué au foot. Merci à vous aussi les auditeurs d'avoir suivi, cet épisode de Neurocognifoot et je te dis Franck, à très bientôt. À bientôt, Greg. Merci beaucoup, bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Neurocognifoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.